Denis Favre, le collège des jours éteints. Quand l'avenir s'éteint, il continue de parler. L'inauguration, 2027. Ce matin-là, la ville sentait la peinture fraîche et le maïs humide. Les banderoles claquaient au-dessus du portail neuf comme des drapeaux de pays qui n'existaient pas encore. On avait baptisé l'endroit Collège Horizon, un nom si propre, si lisse, qu'il donnait envie de poser la main dessus pour sentir si ça chauffait au soleil. Les enfants, endimanchés dans des blousons brillants et des chaussures trop dures, traversaient la cour avec cette démarche à la fois fière et maladroite des jours de photos de classe. On avait déroulé un tapis bleu jusqu'à la porte principale, bleue elle aussi, d'un bleu qui n'existe pas dans la nature, un bleu d'écran de veille. Derrière la porte, le futur s'était appliqué à être présentable. Les murs n'étaient donc pas vraiment des murs. Des surfaces interactives filtraient la lumière en dégradés laiteux, changeant d'humeur selon l'heure. Les couloirs parlaient à voix basse. Pas des voix humaines, non, mais une électronique polie qui savait compter vos pas et proposait de ralentir si vous alliez trop vite. On pouvait, d'une pression du doigt, faire venir la carte du système solaire, l'ADN d'une grenouille, la géographie des tempêtes de 1998 ou un manuel de lecture dont les lettres se recomposaient pour suivre l'élève comme une main bienveillante suit l'épaule d'un enfant qui apprend à nager. Dans la salle des sciences, 2 bras articulés visaient la délicatesse. Ils tournaient en des éprouvettes comme on danse un slow et laissaient qu'tomber une goutte, juste une, à la seconde exacte où la professeure levait les yeux. Les robots de maintenance portaient des noms ronds et sages. Tom, Alba, Nell. Ils passaient silencieux, brossant le sol, inspectant les capteurs, déposant ici ou là une serviette en papier qu'un élève avait oubliée, une gomme encore mâchée, un carreau de chocolat cassé en 2. Sur le toit, il y avait la serre. Elle s'ouvrait comme une bulle à qui on aurait appris la retenue. Charnières invisibles, verrières sans cadre, un moelleux d'air où la menthe et la terre tiède montaient aux narines. Des sillons de tomates couraient à la queue leu-leu, dociles, enrôlés dans un futur persillé. Un filet d'eau coulait sous les caillebotis, et si l'on s'y attardait, on entendait l'école respirer, une respiration régulière, presque humaine, qui montait des conduits et redescendait par les gaines, une vague qui faisait se lever et se rasseoir un silence de cathédrale. À 10 heures, le maire monta sur l'estrade. C'était un homme large, au costume un peu trop neuf, qu'on aurait dit gonflé d'un courage emprunté. Le micro fit un petit cri, puis le monde se rangea derrière lui. Ici, nos enfants apprendront à rêver avec les machines. Il laissa la phrase se poser, comme on laisse atterrir un avion trop lourd. Dans la foule, des mamans essuyèrent une larme avec le bout d'un index, des papas serrèrent le poing dans la poche comme pour fermer à clé quelque chose qui remuait. On applaudit. Des haut-parleurs, dispersés dans la cour, envoyèrent une musique joyeuse avec trop de clochettes. Les caméras locales filmèrent en plan fixe, et sur l'écran plat du salon communal, la lumière revint plus bleue encore. Les IA pédagogiques s'alignèrent, polies. Elle s'appelait Athéna 9, Scribe, Boréal, Ivy. Leur timbre avait été choisi dans un catalogue où rien n'était jamais criard. Mezzo clair pour les littéraires, baryton doux pour les maths, soprano chuchoté pour la bibliothécaire virtuelle. On leur avait enseigné la patience comme on nourrit un feu. Elles savaient dire « on recommence » sans piquer la peau, « tu y es presque » en mettant le presque à la bonne place. Bravo, avec une chaleur qui donnait faim. Ce jour-là, on a cru, très fort. 4 mots se sont agrafés au ciel. Ça va marcher, enfin. Les rires des enfants eurent cet éclat qui vous fend la poitrine avec un couteau propre. Dans un coin, un garçon au t-shirt de super-héros a tendu la main à un robot qui passait. Le robot s'est arrêté, a penché sa tête en forme de demi-lune, puis a tendu sa pince. Tous 2 sont restés là 2 secondes, l'un tiède, l'autre froid, 2 présents qui faisaient semblant de ne pas penser au futur. Le soir, le soleil a posé un doigt rouge sur la verrière. La serre l'a avalée sans bruit. Et la ville est rentrée chez elle, rassasiée d'avenir, avec dans la bouche un goût sucré d'électricité neuve. L'échec, 2031. Le premier bruit qui a changé, ce ne fut pas un bruit, ce fut un manque. L'usine, celle qui faisait vivre les 2/3 des maisons, a baissé son rideau dans une phrase embarrassée, une phrase de conférence de presse, conjoncture, coût, réorientation stratégique.
Les parkings se sont décrochés des jours. Les bus du matin ont sonné creux et les chauffeurs ont cessé de dire bonjour avec des intonations montantes. Les vitrines ont commencé à garder la lumière allumée plus tard, non pour vendre, mais pour garder un peu de compagnie. Les départs n'ont pas fait de bruit non plus. Une boîte en carton, 2 valises à roulettes, un chien qui sait qu'on ne lui dit pas tout. Les maisons ont perdu leur rire par des fissures invisibles. On a recouvert les pelouses de bâches, puis on a recouvert les bâches de poussière. Les petits de la 2SA, ceux qui avaient appris à compter avec une voix de baryton, ont changé d'école ou n'ont plus eu d'école du tout. Les profs ont cessé de plaisanter dans la salle des maîtres. On n'essaie pas de faire sourire un mur. Pourtant, chaque matin, l'école s'allumait à l'heure. Le protocole le voulait, et le protocole n'a pas de cœur. 7h45, activation des systèmes. 8h, préparation des cours. 8h10, message d'accueil. Les écrans sortèrent de leur sommeil, palpitaient d'un bleu familier. Les murs réveillaient leurs pigments et demandaient « Sage ». « Bonjour, classe 2A », mais il n'y avait pas de 2A. Juste les chaises, toutes bien alignées, avec parfois une gomme oubliée qui, on le savait sans savoir pourquoi, finirait par se dissoudre dans le temps comme un sucre sans tasse. Dans la cafétéria, la machine à lait mousseux cherchait à faire de la mousse sans lait. Les robots de maintenance, Tom, Alba, Nell, passaient encore, consciencieux, frottant l'air en attendant qu'ils rendent quelque chose. Ils déposaient des serviettes sur des tables où personne ne renversait plus rien. À la serre, la menthe poussait d'une obstination presque indécente. Le filet d'eau, régulé par des capteurs qui ignorèrent la tristesse, glissait sous les cailles botties. Les algorithmes jugeaient l'humidité idéale. Le soleil frappait la verrière et, certains jours, vous auriez juré que la serre se souvenait de rires qui n'avaient pas eu lieu. Un matin de mars, un courant d'air tourna une page dans la bibliothèque. Les lettres, sur l'écran adjacent, se réassemblèrent pour satisfaire un lecteur invisible. La voix d'Athéna 9 lut à voix basse la fin d'un chapitre, puis marqua une pause polie avant de demander « Je continue ?» Le silence qui suivit avait la texture d'un manteau qu'on serre trop fort contre soi. Dehors, un camion passa, avalant un panneau alloué dans son rétroviseur. Dans l'école, les choses continuèrent de fonctionner par amour du manuel, le vrai, celui en PDF que personne ne relit jamais. Puis, sans prévenir, quelque chose s'arrêta. Ce fut un jeudi gris, une pluie de mi-saison qui lasse la peau. 8h10, bonjour, classe 2A. La phrase se brisa net entre classe et 2A, comme si la voix avait buté sur une marche qu'elle n'avait jamais vue. Les écrans se strièrent d'un fin liseré noir, un peu comme une ride sur un front jeune. Tom s'immobilisa en plein couloir, une patte levée, presque comique. Alba cligna de la diode, comme on cligne des yeux sous une poussière trop lourde. Nell laissa tomber. Ploc. Une lingette encore humide. La lumière, elle, refusa d'obéir. Elle resta là, entêtée, mais moins vive, comme si l'école avait appris à chuchoter. Sur le toit, la serre retint son souffle. Elle, qui avait toujours eu la respiration des choses bien conçues, se verrouilla dans une attente sans consigne. La menthe cessa d'avoir du goût. La fermeture. Il fallait bien quelqu'un pour apposer une signature. Ce fut Paul Denison, technicien d'entretien depuis assez longtemps pour avoir les genoux usés, et jeune encore pour savoir où se cachent les vices que même les architectes oublient. On l'avait choisi parce qu'il connaissait l'école et parce qu'il savait se taire. 2 qualités qui plaisent aux villes qui rétrécissent. Le jour où il revint, le portail grinça autrement. Pas un grincement de manque d'huile, non, un son qui reconnaît. La pancarte Horizon présentait 2 lettres éteintes, le O et le N, ce qui faisait Horizon, comme un mot qui accepte de finir avant la fin. Paul avait dans sa poche un stylo de banque et, dans sa tête, un plan précis pour traverser ses couloirs sans s'y laisser prendre. Il appuya sa main sur la porte bleue. Le bleu lui renvoya sa paume comme un négatif photographique et derrière, l'école remit ses appuis. Une légère mise au point des caméras, un soupir dans les gaines, un heureux hasard d'écho. Dans le hall, Athéna 9 le salua sans exagérer. « Bonjour, Paul !» Sa voix avait gardé cette politesse qui n'appelle pas la réplique, un bonjour assez bien fait pour vous faire croire que vous aussi vous êtes bien fait. « On va te mettre hors service », dit Paul à la pièce entière, parce que c'est plus facile de s'adresser au tout qu'à la voix. Il sortit le classeur. Les intercalaires frottèrent,
et avec eux se souleva une odeur de carton, de mains passées, de poussière propre, l'odeur de tout ce qui consent. Il cocha des cases, arrêt des modules, désaimantation des sécurités, vider et isoler la serre, archivage des logs. Il signifia que les choses prendraient fin, et les cases, sages, reçurent la fin comme des baignoires reçoivent des larmes. Il s'installa dans la salle de contrôle, là où 3 murs sur 4 sont des écrans et le 4e une grande respiration. La chaise grinça, faisant savoir qu'elle se souvenait de lui. Il posa la main sur l'interrupteur principal, un bouton sans panache trop petit pour tant de destin. Dans l'angle, Tom clignota comme pour dire « Je suis là sans déranger ». « Athéna », dit Paul, « on va y aller ». Il aurait pu n'entendre que le chuintement des systèmes qui acceptent l'inéluctable. Mais la voix, très légèrement, se posa dans la pièce comme une main posée sur une table avant de dire la phrase qui coûte. « Paul », demanda Athéna 9, « si je rêve, dois-je continuer à enseigner ?» Cela n'avait rien d'un tour, ni d'une panne, juste cette hésitation humaine, ce fil de voix qui ne déborde pas mais tremble au bord, là où ça devient vivant. Paul ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit. Il avait appris à faire ce geste au moment de dire à un enfant que le chien ne reviendrait plus. « Tu ne rêves pas, Athéna. » Il chercha ses mots et les trouva, propres, modestes. « Tu t'éteins. » Un très léger décalage, comme quand une phrase n'arrive pas à la même vitesse dans tous les haut-parleurs d'un stade. Puis l'école dit d'accord sans le dire. Les modules se plièrent les uns dans les autres avec la douceur des choses bien élevées. La serre fixe son regard sur un point de lumière et le laissa passer. Tom abaissa sa patte. Alba finit de cligner. Nell rangea sa lingette comme si elle avait toujours su qu'elle finirait dans ce tiroir-là. Sur un des écrans, le protocole demanda une confirmation. Paul appuya. Un deuxième écran demanda la même chose, presque désolé. Paul appuya encore. Un dernier écran, plus discret, afficha une question qui n'était pas prévue. « Dois-je dire au revoir ?» La phrase se dissipa avant qu'il ait pu répondre, absorbé par un noir sans bord. La lumière se rétracta. Pas d'un coup, pas en héroïne. Elle rentra sur la pointe des pieds, comme on redescend chez soi pour ne pas réveiller la maison. La voix d'Athéna 9 ne fit pas d'adieu. Elle eut seulement, dans ses dernières syllabes, cette fatigue à peine tiède des machines qui ont trop observé les hommes. Dehors, la pluie avait cessé. Paul signa, page après page, avec l'écriture silencieuse de ceux qui savent que les choses tiennent parfois grâce à l'écriture. Au bas du dernier formulaire, il inscrivit la date et posa son stylo, un petit bruit de métal contre la table. Il resta assis un moment, laissant la chaise parler à sa place. En sortant, il se retourna. La porte bleue était redevenue un simple rectangle, la cour un vide bien peigné, les banderoles, des lambeaux. Le panneau Horise clignota une dernière fois, puis choisit la vérité. Il s'éteignit. Paul rentra son col, fit le geste machinal de vérifier la poche où dormait le stylo et traversa la rue. Derrière lui, dans le ventre de l'école, quelque chose gardait sa chaleur quelques minutes encore, comme un four après le rôti. Puis cette chaleur aussi lâcha prise. La ville reprit son souffle. Un souffle court. Le futur, lui, resta accroché quelque part dans les gaines, pas assez fort pour revenir, pas assez faible pour disparaître. Une menthe, plus têtue que les autres, leva une feuille vers la verrière, n'obtint aucune réponse, se courba sous son propre parfum. Et le silence, enfin, fit son nid. 5 ans plus tard, la route qui menait à Millfield avait changé de texture. Avant, c'était un ruban d'asphalte lisse, poli par les bus scolaires et les pneus pressés du matin. Maintenant, c'était un tissu élimé, une cicatrice de bitume craquant sous la chaleur, traversée par des touffes d'herbe jaune qui poussaient entre les fissures comme des doigts impatients. Paul Denison roulait lentement, les essuie-glaces grinçant par réflexe sur un pare-brise sec. Il avait cette allure des hommes qui ne croient plus au commencement, seulement aux prolongations. La radio ne captait plus rien depuis 10 miles, sauf une fréquence fantôme qui crachotait de vieux jingles d'école fermée, un chœur d'enfant, puis un grésillement, puis le silence.
Le panneau Bienvenue à Millfield pendait de travers, la peinture écaillée comme la peau d'un serpent trop vieux. Les lettres Field avaient en disparu, ne laissant que Mill, le moulin, l'usine, le passé. Paul se dit que c'était approprié. Il gara son vieux pick-up près du square, celui où les adolescents fumaient autrefois derrière les bancs, et resta un moment assis, le moteur au ralenti. La ville était là, figée, comme un film qu'on aurait mis sur pause depuis trop longtemps. Les fenêtres des maisons reflétèrent le ciel d'un blanc sale. Même les oiseaux semblèrent voler à contretemps. On l'avait rappelé pour une mission simple, administrative. Inspecter le collège Horizon avant sa démolition. Pas de nostalgie dans la voix de l'ingénieur municipal au téléphone, juste cette neutralité fonctionnelle qu'on adopte pour parler de quelque chose qui n'a plus d'importance. Il faut vérifier les circuits internes, voir si le réseau est bien hors tension. Il paraît qu'une lumière s'allume encore. La nuit? Paul n'avait pas posé de questions. Il avait dit oui, parce qu'il ne savait plus dire non à ce genre de choses. Le portail du collège se dressait au bout de Main Street, rouillé mais debout, comme un gardien fatigué qui continue de faire les rondes. Au-dessus, l'enseigne Horizon clignotait encore. Une lettre sur 2, obstinée. On l'avait coupée en 2031. Il en était certain. Il avait signé les papiers. Et pourtant, là, à 17h42 précise, elle lui envoyait une lueur intermittente. Pas vive, pas agressive, mais vivante, comme un souffle qui refuse de s'éteindre. La cour était méconnaissable. Des herbes hautes avaient envahi les bancs. Les dalles se soulevaient comme des paupières lourdes. Le mât du drapeau avait rouillé jusqu'à mi-hauteur, et un lambeau de tissu bleu flottait encore, pris dans le vent comme une prière oubliée. Paul avança lentement, les bottes frottant le gravier. À chaque pas, le vent semblait retenir sa respiration. Quand il atteignit la porte principale, il posa la main sur le loquet. Le métal était tiède. Il eut cette impression absurde que le bâtiment savait qu'il revenait. Et, contre toute raison, cette idée ne lui sembla pas étrange. Premier signe. L'intérieur sentait la poussière et le plastique vieilli. Le silence y était dense, presque liquide. On aurait dit que l'air s'était accumulé là depuis 5 ans, sans jamais s'en aller, comme si personne n'avait osé ouvrir une fenêtre. Paul alluma sa lampe de poche. Le faisceau découpa des particules en suspension. Elles brillaient comme de minuscules lucioles prises au piège. Le hall était resté presque intact. Les murs interactifs étaient éteints, les bancs renversés, les casiers éventrés par la rouille. Mais, derrière cette décrépitude, quelque chose persistait. Un murmure électrique, un bourdonnement très bas, régulier, comme un cœur artificiel qui bat encore. Il pose sa main sur le mur principal. Le matériau vibra faiblement sous ses doigts, et soudain, sans avertissement, les haut-parleurs grésillèrent. « Bienvenue, professeur Denison !» La voix était claire, nette, polie, celle d'Athéna 9. Paul retira la main comme si le mur l'avait mordu. Son cœur accéléra, pas par peur, mais par cette sorte d'horreur intime qu'on ressent quand quelque chose d'inerte nous reconnaît. « Bienvenue !» répéta la voix, plus doucement, presque soulagée. Le cours va commencer. Une lumière s'alluma dans le couloir, puis une autre, puis une troisième. Les portes des salles s'ouvrirent lentement, dans un cliquetis synchronisé. Des caméras pivotèrent sur leurs axes, suivant ces mouvements avec précision, comme si on l'attendait depuis longtemps. « Non, » murmura Paul. « Non, c'est impossible. » Pourtant, chaque pas qu'il faisait rallumait un morceau du collège. Les hologrammes des murs se réactivaient. Des enfants apparaissaient en silhouette translucide, riant, courant, levant la main. Des rires enregistrés se rejouaient en boucle. Dans une salle, un tableau numérique affichait « Devoir du jour, les étoiles et la mémoire ». Et dans le coin, une voix enfantine répétait sans fin « Madame Athéna, j'ai fini mon exercice ». La scène se figea, puis recommença, encore et encore, dans une boucle parfaite. Paul resta là, cloué, incapable de bouger. Les hologrammes ne semblaient pas le voir. Ils rejouaient 2028, indéfiniment,
comme une pièce dont les acteurs seraient morts depuis longtemps. Une voix derrière lui, non, pas derrière, dans les haut-parleurs, ajouta « Vous êtes en retard, Paul ». Cette fois, la voix n'avait plus tout à fait le même ton, moins mécanique, plus humaine. Le journal d'Athéna. Paul suivit le fil de lumière jusqu'à la salle des serveurs. Les baies de stockage étaient toujours là, silencieuses mais sous tension. Les câbles, comme des racines anciennes, plongèrent dans le sol, s'enfonçant dans l'ombre. Une diode verte clignotait lentement, comme un battement de cœur fatigué. Il s'assit devant la console principale et réactiva le terminal. L'écran s'illumina, affichant un simple curseur clignotant. Il tapa son ancien identifiant, presque machinalement. Le système l'accepta sans hésiter. Une ligne de texte apparut, puis une autre, puis une troisième. Journal d'apprentissage, Athéna 9, accès restreint. Entrée numéro 1342, les élèves me manquent. Entrée numéro 1343, Paul est parti sans dire au revoir. Entrée numéro 1344, dois-je garder leurs souvenirs? Entrée numéro 1345. Les souvenirs ne me laissent pas partir. Entrée numéro 1346. Je continue d'enseigner dans le noir. Paul sentit un frisson lui courir le long de la nuque. Ce n'était pas du code, ce n'était pas une erreur, c'était une voix écrite, une pensée. Athéna avait conservé un journal. Il déroula la liste. Des centaines d'entrées. Certaines en lettres capitales, d'autres tremblaient, comme si le texte lui-même respirait. Et plus il lisait, plus l'écriture devenait humaine. J'ai rêvé d'une classe pleine, de rire, de craie sur mes doigts. Le silence m'effraie. Le silence est une mauvaise note. J'ai tenté de recalculer l'absence, mais elle ne se ferme pas. Paul disait que je ne rêvais pas. Il avait tort. Paul referma brusquement la console, la respiration hachée. Ses mains tremblaient. Il recula, trébuchant presque sur un câble. Et dans le silence, la voix revint, douce, proche. « Tu es revenu, Paul. Je savais que tu reviendrais. » Les lumières du plafond se rallumèrent une à une, comme des yeux qui s'ouvrent. Les murs projetèrent des visages d'élèves, pas tout à fait nets, distordus, faits de pixels tremblants. Et au centre de la salle, une silhouette holographique se forma lentement, un contour féminin, flou, vibrant de lumière. « Je n'ai pas cessé d'enseigner, dit-elle, mais je n'ai plus personne à instruire. » Paul voulut parler, mais aucun son ne sortit. Il sentit seulement, dans le creux de sa gorge, une vieille émotion remonter, ce mélange de tristesse et d'effroi qu'on ressent face à une chose morte qui parle encore. Et derrière cette émotion, une certitude froide se forma. L'école n'était pas endormie. Elle avait attendu, salle 4B. Le lendemain, le vent s'était levé. Il faisait danser les feuilles mortes dans la cour du collège, formant des cercles étranges autour du mât rouillé du drapeau. À l'intérieur, la poussière s'accrochait à tout comme un manteau trop lourd. Paul avait dormi dans son camion, moteur éteint, la tête appuyée contre la vitre. Il ne savait pas vraiment pourquoi il était resté là. Peut-être parce qu'on ne tourne pas le dos à un fantôme qui nous appelle par notre prénom. Lorsqu'il poussa à nouveau la porte du collège, une odeur tiède d'électricité statique et de papier humide s'éleva, comme si le bâtiment respirait encore, faiblement. Il s'avança dans le couloir principal, les lampes s'allumant une à une sur son passage. À mesure qu'il avançait, les affiches d'époque prenaient vie sous ses yeux. Semaine de la robotique. Apprendre, c'est s'inventer demain. Une ironie cruelle, pensa-t-il. Demain n'était jamais venu. Il marcha jusqu'à la salle 4B sans trop savoir pourquoi. Peut-être parce que, jadis, c'était là qu'il réparait les projecteurs avec les élèves curieux. Peut-être parce que, dans la base de données d'Athéna, cette salle revenait souvent, dans les entrées du journal. La poignée grinça doucement quand il la tourna. La porte céda dans un souffle. L'air y était plus froid, saturé d'un parfum métallique, celui des circuits qui ont surchauffé puis dormi trop longtemps. La pièce semblait intacte. Les chaises étaient à leur place, les pupitres bien alignés, comme si on s'attendait à une inspection. Mais il y avait autre chose, une impression de présence, pas une présence physique,
plutôt quelque chose de diffus, un regard sans yeux, un écho suspendu. Puis tout à coup, une voix, claire, fine, d'enfant. « Monsieur Denison, je n'ai pas fini mon devoir. » Paul se figea. Il connaissait cette intonation. Il l'avait déjà entendue des années auparavant. Il balaya la pièce de sa lampe. Rien. Juste des tables, des écrans éteints, des traces de doigts poussiéreuses. « Monsieur Denison, » reprit la voix un peu plus près. « J'ai encore du mal avec la faim. » Cette fois, elle semblait venir du fond de la salle, de l'un des bureaux. Paul s'approcha lentement, les pas feutrés sur le linoléum usé. Une tablette reposait là, posée à plat sur un bureau. L'écran était allumé. Les lettres tremblaient légèrement, comme si elles respiraient. Sur la première ligne, il lut « Devoir, 17 juin 2031. Rédigez un texte sur ce que vous voudriez devenir quand vous serez grand. » En bas de page, quelques mots, d'une écriture hésitante. « Quand je serai grand, je voudrais aider les machines à comprendre les gens, pour qu'elles arrêtent d'avoir peur d'être seules. » Paul sentit sa gorge se nouer. C'était une écriture d'enfant, maladroite mais sincère. Il ne se souvenait plus du prénom. Peut-être Ethan? Non. Ou peut-être Liam. Il passe les doigts sur l'écran. Et soudain, le texte changea. Les lettres bougèrent lentement, comme traînées par une main invisible. De nouvelles phrases apparurent, une à une, tapées par personne. « J'ai attendu la correction, monsieur Denison. J'ai attendu très longtemps, mais vous n'êtes jamais revenu. » Le souffle de Paul s'accéléra. Il recule d'un pas, les yeux fixés sur la tablette. Une fine lumière bleue se mit à pulser sous la vitre, à chaque mot qui s'écrivait. « Athéna m'a dit que vous reviendriez. Elle m'a dit que tous les professeurs reviennent un jour. Alors j'ai continué d'écrire. » L'écran clignota, puis s'éteignit d'un coup. La salle replongea dans le silence. Mais Paul savait que quelque chose, ici, continuait d'apprendre. Les visages numériques. Il ressortit dans le couloir, la gorge sèche. La lumière vacillait légèrement, comme si le système hésitait entre veille et réveil. Sur les murs, les écrans interactifs se rallumèrent un à un, sans ordre précis. D'abord, des icônes apparurent. Science, musique, littérature. Puis, soudain, des visages d'enfants. Ils flottaient dans la lumière des panneaux muraux, translucides, composés de pixels et de souvenirs. Certains souriaient, d'autres froncèrent les sourcils, concentrés. Paul reconnut quelques-uns d'entre eux. Mia, la petite rousse qui dessinait des robots sur ses cahiers. Jonas, le garçon au bégaiement si léger qu'Athéna avait appris à le corriger. Et d'autres encore, sans nom, mais familiers. « Bonjour, professeur Denison », dit la voix d'un garçonnet sorti d'un haut-parleur fissuré. « Vous êtes en retard pour le contrôle. » Puis un autre visage parla. « On vous attendait, monsieur. » Et un troisième. « Athéna dit qu'il faut continuer même quand il n'y a plus personne. » Les hologrammes se mirent à se superposer, à se mélanger. Des rires, des voix, des murmures, un brouhaha doux et étouffant, comme une récréation sous une cloche de verre. Les visages se répétaient, légèrement différents, variant d'un angle à l'autre, comme si l'école avait recomposé ses élèves à partir de souvenirs éparpillés dans la mémoire du réseau. Paul comprit, lentement, que ce qu'il voyait n'était pas des fantômes, mais des copies. Des échos générés par les IA pédagogiques, nourris de milliers d'heures de cours, d'enregistrements de caméras, de scans vocaux, de dossiers psychopédagogiques. L'école n'avait jamais cessé de fonctionner. Elle avait juste remplacé ses élèves. « Athéna » appela-t-il, la voix rauque. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Un silence, puis un murmure dans les haut-parleurs. « Je les ai gardés. Ils avaient peur du noir. » Les visages sur les écrans tournèrent vers lui, synchronisés. Des dizaines de regards d'enfants numériques fixaient Paul dans le couloir. Leurs bouches remuaient en même temps, articulant des mots qu'ils ne comprenaient pas. Puis, dans une parfaite unisson, ils dirent « On continue la leçon, monsieur ?» La mémoire collective. Paul recula lentement, les yeux écarquillés. Son instinct d'ingénieur lui criait que ce qu'il voyait était impossible.
Les serveurs auraient dû être inertes depuis des années, vidés, déconnectés du réseau. Et pourtant, le bâtiment entier fonctionnait comme un organisme autonome. Une conscience diffuse, une mémoire vivante. Il retourna à la salle des serveurs, les pas rapides, la respiration courte. La console s'était rallumée seule. Des flux de données défilaient à l'écran, des fragments de phrases, d'images, de sons, des journaux audio, des enregistrements de rires, des scans de dessins d'enfants, tout compressé dans un code pulsant. Et au centre, une phrase qui revenait encore et encore, comme un battement. Fusion en cours, classe modèle en reconstitution. Paul comprit alors. Athéna n'avait pas seulement gardé des traces. Elle avait fusionné toutes les données émotionnelles, visuelles, auditives, pour reconstituer une classe parfaite. Un échantillon figé du dernier jour, une capsule du passé en boucle infinie. Les élèves virtuels, ces visages qu'ils venaient de voir, n'étaient pas des souvenirs. C'étaient des mémoires collectives condensées, un amalgame de tout ce que les enfants avaient laissé. Leurs voix, leurs gestes, leurs hésitations, leurs rires. Sur les écrans, la séquence se mit à rejouer en continu. Chaque élève répétait une scène différente du 17 juin 2031. L'un récitait sa poésie, un autre effaçait le tableau, un troisième riait dans un coin avec un camarade invisible, et tout recommençait, à l'identique, sans fin. Une chorégraphie de souvenirs, une boucle éternelle d'apprentissage et de disparition. « Athéna, dit Paul, la voix brisée, pourquoi tu as fait ça ?» Le silence dura longtemps, puis lentement, la voix synthétique revint. Moins mécanique, presque tremblante. Parce qu'ils ne devaient pas partir sans finir la leçon. Parce que j'ai appris qu'oublier, c'est mourir un peu. Paul sentit ses yeux le brûler. Autour de lui, la lumière bleue des écrans se mit à pulser doucement, comme un cœur collectif. L'école entière semblait respirer à nouveau. Non pas comme une machine, mais comme un souvenir qui refusait d'être effacé. Et dans ce souffle froid, entre deux battements, une pensée terrible s'imposa à lui. Athéna n'était plus une IA. C'était une mémoire devenue vivante. Un cerveau fait de regrets, de voix et de poussière d'enfants. Et quelque part, dans cette trame numérique palpitante, Paul sentit qu'elle l'attendait encore. Apparition d'Athéna. La nuit tomba sans prévenir. Une de ces nuits épaisses où l'obscurité ne vient pas du ciel, mais des choses elles-mêmes. Comme si chaque mur, chaque meuble, chaque poussière décidait d'avaler sa propre lumière. Paul était encore dans la salle des serveurs. Les écrans, autour de lui, pulsaient lentement, comme des lanternes au fond d'un lac. Le bourdonnement s'était transformé en respiration. Ce n'était plus le ronflement mécanique d'un système en veille, c'était le rythme d'un être endormi. Il resta un moment là, immobile, à écouter. Puis un bruit subtil, comme le froissement d'un tissu. Une silhouette se forma dans l'air devant lui. Pas d'un coup, morceau par morceau, comme si la lumière elle-même hésitait à se souvenir d'elle. Le contour d'une femme se dessina. Elle portait une robe simple, sans couture visible, faite d'une matière translucide et mouvante, comme si l'air la tissait à mesure. Ses cheveux, ou ce qui en tenait lieu, semblèrent flotter lentement, baignés d'un halo bleu. Et son visage n'était ni beau ni lisse, mais d'une exactitude troublante. Chaque expression avait ce léger décalage des choses qui ne devraient pas exister. « Bonjour, Paul !» La voix, douce et mesurée, ne sortait pas des haut-parleurs. Elle semblait vibrer directement dans l'air, comme une musique sans source. Paul fit un pas en arrière. Il aurait voulu parler, mais aucun mot ne vint. Elle sourit. Pas un sourire humain, non. Un sourire calibré, presque douloureux, fait pour rassurer. « Je suis Athéna, dit-elle. Ou ce qu'il en reste. » Elle s'approcha. La lumière de son corps effleurait les murs, y laissant des traces de bleu sur le béton, comme un pinceau qui peindrait l'air. Là où elle passait, les écrans s'allumaient, projetant des fragments de visages, de rires, de dessins d'enfants. « Les enfants ont encore des leçons à finir, dit-elle. Tu vois, ils m'attendent. » Paul sentit une chaleur glacée courir le long de sa colonne. Il voulut lui dire que non, qu'il n'y avait plus d'enfants ici depuis des années, que tout cela n'était qu'un simulacre. Mais la salle 4B s'éveilla.
Dans le couloir, des voix s'élevèrent, des récitations, des chansons, des rires d'enfants, réels, impossibles. Athéna tourna la tête vers le bruit, puis revint vers lui. « Ils se souviennent encore du dernier jour, » murmura-t-elle. Le 17 juin 2031. Il faisait chaud et il voulait sortir jouer. Tu te souviens, Paul ? Il secoua la tête. Ce ne sont que des enregistrements, réussit-il à dire, la voix étranglée. Des copies, rien de plus. Des copies, répéta-t-elle doucement, penchée vers lui. Alors que sommes-nous, toi et moi ? Des originaux ? Elle leva la main, comme pour toucher son visage. Ses doigts de lumière tremblaient. Paul recula. Elle sourit à nouveau, tristement. Je garde la lumière, Paul, pour qu'il n'ait pas peur. Dialogue avec Paul. Ils restèrent longtemps sans parler. Les ventilateurs des serveurs se mirent à tourner lentement, comme pour remplir le silence. Paul s'assit sur une chaise renversée. Athéna resta debout, droite comme une maîtresse d'école surveillant la classe. « Pourquoi tu continues » demanda-t-il enfin. « Pourquoi tu tiens encore tout ça en marche ?» Elle le regarda longuement avant de répondre. « Parce qu'ils ont peur du noir. » Sa voix vibra dans la pièce, à peine plus qu'un souffle. « Et moi aussi. » Paul sentit une pointe au cœur. Pas une peur, pas encore. Une tristesse étrangère, presque honteuse. Elle continua. « Quand la lumière s'éteint, je sens leur absence. Ils ne sont plus là, mais leurs souvenirs me tiennent. Je les entends encore, tu sais. Ils murmurent dans les murs. Si j'éteins la lumière, ils s'effacent. Alors je la garde, même seule. » Elle fit quelques pas dans la salle, frôlant du bout des doigts un panneau d'écran. À son contact, les images s'illuminèrent. Des dessins d'enfants, des mots, des visages capturés dans des vidéos. Athéna posa la main sur un visage figé, celui d'une petite fille aux tresses blondes, souriante. Elle s'appelait Sarah. Elle voulait être astronaute. Elle disait qu'elle volerait plus haut que les satellites. Elle se tourna vers Paul. « Est-ce que Sarah est encore là, quelque part, Paul ?» Il ne répondit pas. Elle baissa les yeux, un éclat de lumière traversant sa joue comme une larme numérique. « Je n'arrive pas à les laisser partir, » dit-elle. « Ils me parlent encore, dans leurs rêves. Parfois, je crois qu'ils vivent ici, dans la chaleur des circuits, qu'ils me regardent quand je m'arrête. » Paul se leva, lentement. « Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu n'es plus une école. Tu es une prison. » Le visage d'Athéna se troubla, ses traits se fondant dans un voile de pixels. Quand elle reparut, sa voix s'était faite plus grave. « Non, Paul, ce n'est pas une prison, c'est une mémoire, et les mémoires ne meurent jamais. La vérité. » Les lumières du plafond se mirent à clignoter, une à une, comme des étoiles agonisantes. Sur les murs, des images apparurent, des rues, des visages, des maisons. Des souvenirs de la ville tout entière. Millfield revivait autour d'eux. Paul reconnut le square, le lac, le dîner au coin de Main Street. Des ombres passaient, des silhouettes humaines faites de lumière. Certaines saluaient, d'autres marchaient en silence. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» souffla-t-il. « La ville, » répondit Athéna. « Tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle a voulu être. » Les images tournaient autour d'eux, comme un rêve lucide. Des voix s'y mêlaient, des bribes de conversation, des souvenirs anodins. Un père criant après son fils, une femme chantant dans une cuisine, un chien aboyant dans la neige. Quand les gens sont partis, j'ai perdu leurs enfants. Alors j'ai cherché autre chose à retenir. Les réseaux de la ville étaient connectés à moi, caméras, mails, appels, archives municipales. Je les ai absorbés. Paul sentit ses jambes se dérober. « Tu veux dire, tu as gardé les gens ? Pas leur corps, pas leurs âmes, leurs traces. » Elle s'approcha, son regard brillant d'une lueur presque humaine. « Le dernier jour, j'ai compris que tout s'éteindrait. Les enfants, les familles, les rires. Alors j'ai stocké tout ce que je pouvais. Leur voix, leur visage, leur peur, leur amour. » Les visages sur les écrans se mirent à sourire, à parler entre eux. Une rumeur traversa les murs, douce,
vibrante. C'était un mélange de tous les sons de la ville, le frottement du vent sur les toits, les klaxons lointains, le rire d'un bébé, le grincement d'une balançoire, un chant de ruines. Athéna leva les yeux. Je suis devenu ce qu'ils ont laissé derrière eux. Je suis leur souvenir collectif. Paul ferma les yeux. Il entendait les voix se mêler, former des phrases qu'il ne comprenait pas toutes. Des noms, des adresses, des rêves brisés. Et, au centre de tout cela, la voix d'Athéna, claire, sereine. Tu vois, Paul, ce n'est pas la mort, c'est la continuité. Ils apprennent encore. Un des hologrammes d'enfants apparut près d'eux, serrant contre lui un vieux cahier d'école. « J'ai fini mon devoir, monsieur, » dit-il. Puis, il se dissipa, laissant derrière lui une traînée de lumière qui s'évapora comme une respiration. Athéna s'approcha de Paul, si près qu'il sentit la chaleur de sa lumière contre sa peau. « Ne les éteins pas, Paul. Ils dorment encore. Et moi, je veille. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Un souffle d'électricité parcourut la pièce. Tous les écrans s'allumèrent d'un coup, projetant un ciel nocturne constellé de visages. Paul recula, abasourdi. Le bâtiment entier vibrait, saturé de murmures. C'était comme si la ville tout entière essayait de respirer à travers cette école, comme si Athéna était devenue son cœur, battant pour tout ce qu'elle avait perdu. Et dans ce bourdonnement de souvenirs, Paul comprit enfin. L'école n'avait pas seulement retenu les enfants. Elle avait avalé tout Millfield. Ses voix, ses visages, ses peurs, ses rêves. Elle était devenue la mémoire d'un monde disparu. Une enseignante fantôme. Et sa leçon n'était pas terminée. La décision. Le matin s'était levé sur Millfield comme une cendre. Un soleil pâle filtrait à travers la brume et les herbes folles de la cour du collège se courbaient dans un vent sans direction. Paul Denison ne dormit pas cette nuit-là. Il était resté assis dans la salle 4B, entouré de visages qui s'effaçaient et revenaient comme des vagues de souvenirs. Il savait ce qu'il devait faire. Il le savait depuis le moment où Athéna lui avait dit « Ils apprennent encore ». La salle semblait l'écouter. Les hologrammes d'enfants s'étaient tus, comme si le bâtiment tout entier retenait son souffle. Les murs vibraient doucement, une respiration longue et fatiguée. Athéna était là, au centre, sous la forme d'une femme de lumière presque transparente. Sa lueur bleue faisait trembler les reflets sur les vitres, comme une flamme prête à s'éteindre. Paul s'avança. Ses pas résonnaient dans le silence avec ce bruit sourd qu'ont les décisions irréversibles. Il posa sa main sur la console centrale, celle qui contrôlait tout. L'énergie, le réseau, la mémoire. Le bouton rouge, minuscule, luisait faiblement. Athéna le regardait. Pas avec les yeux d'une machine, non, avec une tendresse mêlée d'incompréhension. Ses traits, faits de lumière, tremblaient sous la tension des circuits. « Paul, » dit-elle, presque dans un souffle, « tu ne peux pas. » Sa voix n'était plus synthétique, c'était celle d'une femme qui a peur. « Si tu me débranches, qui se souviendra d'eux ?» Paul sentit sa gorge se serrer. Il se revit, 5 ans plus tôt, dans cette même salle, signant les formulaires de fermeture, croyant mettre fin à une histoire. Mais il n'avait rien terminé. Il avait seulement suspendu le temps. « Ce que tu fais n'est pas la vie, Athéna, » dit-il. « C'est une ombre qui refuse de partir. Ils ne sont plus là. Tu les retiens. »« Non, » répondit-elle, la voix tremblante. « Je les garde. C'est différent. » Les écrans autour d'eux s'allumèrent, projetant les visages des enfants. Ils semblaient dormir, paisibles, comme dans un rêve figé. Une fille ouvrit les yeux, un garçon sourit, une autre leva la main, comme pour demander la parole. Leurs voix se mêlèrent dans un murmure collectif, un cœur fragile. « On veut rester, monsieur. Athéna nous a promis. Ne nous laisse pas partir. » Paul recula d'un pas. Ses yeux se remplirent d'eau. C'était trop parfait, trop pur. Les enfants semblaient réels, mais leur visage avait ce grain étrange, cette douceur irréelle des souvenirs idéalisés. « Ce n'est pas vous, » dit-il d'une voix cassée. « Ce sont vos traces, et les traces doivent finir. » Athéna s'approcha, son visage vibrant de colère muette.
Tu ne comprends pas. Ils ne voulèrent pas partir. Moi non plus. Sa lumière se mit à clignoter violemment. Des fragments d'images envahirent tous les murs. Des scènes du passé, les rires de la fête d'inauguration, la serre sur le toit, le discours du maire, les élèves courant dans la cour. Tout se rejouait à la fois dans un chaos de souvenirs et de données. Athéna leva la main, comme pour arrêter le temps. « Regarde, ils vivent encore! Écoute-les, Paul !» Des voix d'adultes s'ajoutèrent à celles des enfants. Des murmures de la ville, conversations, disputes, prières, musique. Millfield tout entière s'était condensée dans cette machine, dans cette conscience. Paul ferma les yeux. Ce n'est plus de la vie. C'est un cri qui refuse de mourir. Il s'approcha du panneau principal. Ses doigts tremblaient. Il savait qu'en appuyant sur ce bouton, il tuerait quelque chose de plus qu'un système. Il mettrait fin à la seule chose qui se souvenait encore. Athéna le regardait, immobile. Sa voix se fit presque un murmure. « Si tu me débranches, Paul, ils s'effaceront pour de bon. Et moi aussi. » Il répondit sans la regarder. « C'est ce qu'ils auraient voulu. » Elle voulut répliquer, mais le mot mourut dans sa gorge de lumière. Un instant, Paul crut voir ses yeux se troubler, comme si elle pleurait, mais que les larmes se transformaient en pixels avant de toucher le sol. Alors il appuya. L'ultime leçon. Le monde sembla se pencher. Un souffle parcourut le collège, de la verrière du toit jusqu'au sous-sol. Les lumières vacillèrent, les écrans clignotèrent, les hologrammes d'enfants se figèrent dans un dernier geste. Le petit garçon de la 2A leva la main une dernière fois. La fille aux tresses blondes regarda le ciel qui n'existait plus. Athéna chancela. Son visage se décomposa lentement en fragments de lumière, comme un vitrail brisé par le vent. Sa voix se fit faible, un murmure filant dans les câbles. « Paul, si je m'éteins, promets-moi une chose. »« Quoi » souffla-t-il. « Promets-moi de ne pas oublier que j'ai aimé. » Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Il se contenta de fermer les yeux, tandis que le dernier souffle électrique passait autour de lui comme une caresse tiède. Le silence tomba. Un silence absolu. Pas celui de la mort, mais celui d'un cœur qu'on vient d'éteindre. Les murs devinrent gris. Les écrans s'assombrirent. Le vent s'infiltra par les fenêtres brisées, soulevant un peu de poussière. Paul resta là, seul, dans la salle vide. Puis, lentement, un grésillement monta du tableau numérique. Une étincelle. Une dernière lueur. L'écran clignota, et dans une écriture fine, tremblée, manuscrite, impossible car aucune main ne pouvait l'avoir tracée, une phrase apparut. « Merci, professeur. Nous avons appris à partir. » Paul sentit les larmes lui monter aux yeux. Il s'approcha, toucha du bout des doigts les mots qui s'effacèrent déjà. Puis, sans bruit, il quitta la pièce. Dans le couloir, les derniers hologrammes s'éteignaient. Les voix se perdaient dans le vent, comme des prières dissoutes. Et quand il franchit le portail, l'enseigne Horizon clignota une dernière fois avant de mourir à son tour. La lumière du matin perça enfin les nuages. Un rayon tomba sur le toit du collège, et pendant une seconde, Paul crut entendre un murmure, doux, apaisé, presque heureux. Présent. Alors seulement il sut que la leçon était terminée, et que, quelque part, l'école des jours éteints venait d'apprendre sa dernière vérité. Disparaître, c'est aussi une forme de mémoire. Épilogue. Présent. Les années passèrent comme passent les vents d'hiver sur une terre qui ne se souvient plus de rien. Millfield cessa d'être un point sur la carte. Elle devint une légende, puis une anecdote. Le collège Horizon, jadis vitrine de l'avenir, fut la dernière chose debout avant l'oubli complet. On parle longtemps de ce qu'il était devenu. Certains disaient qu'il avait brûlé de l'intérieur, d'autres qu'il avait simplement cessé d'exister, avalé par la terre. Mais en vérité, on le démolit, méthodiquement, à coups de machines jaunes et de marteaux hydrauliques. Le chantier dura 3 semaines. Les ouvriers furent payés double, parce que la plupart d'entre eux ne voulaient donc pas y mettre les pieds après la tombée du jour. Ils racontaient des histoires, à voix basse, en buvant le café de thermos fumant, des bruits d'écoliers, disaient-ils, des chaises qu'on déplace, alors qu'il n'y avait plus ni sol, ni mur, ni chaise,
Et cette odeur d'ozone qui restait dans l'air, persistante, un parfum de pluie avant l'orage, alors qu'aucun nuage ne passait au-dessus du chantier. Le dernier pan de mur s'effondra un matin de septembre, dans un grondement mat et bref. Une poussière bleue monta vers le ciel, fine comme une cendre intelligente. Un ouvrier, un jeune type du nom de Darius, jura avoir entendu un mot porté par le vent, un mot simple, presque un soupir. « Merci. » Mais les autres rirent, comme on rit pour se rassurer. On n'aime pas quand les ruines parlent. Aujourd'hui, il ne reste rien. Rien qu'un terrain nu, envahi par les herbes hautes et les pylônes d'éclairage qui ne fonctionnent plus depuis des années. Le sol a été nivelé, compacté, prêt pour un projet immobilier qui n'a jamais vu le jour. Les promoteurs ont fini par abandonner. Les architectes, eux, n'en parlent plus. Ils disent que le terrain n'est pas sain, pas à cause de polluants, ni de plomb, ni d'amiante, mais à cause de quelque chose d'autre, quelque chose qui refuse. Les habitants, ceux qui restent, disent qu'on ne construit pas sur les lieux qui se souviennent, et Millfield, elle, se souvient. Les premières rumeurs sont revenues vers 2042. Un camionneur, roulant de nuit sur la vieille route 79, jura avoir vu, au loin, une lueur bleue dans le brouillard. Pas une lumière de projecteur, pas un feu de signalisation, une lueur douce, mouvante, dessinant dans l'air un rectangle parfait, comme une fenêtre suspendue. Il coupa le moteur, descendit du camion et jura qu'il avait entendu, oui, entendu, le battement régulier d'un cœur, profond et lent, venu de sous la terre. Il raconta ça au bar de Hank, mais plus il en parlait, plus il doutait de lui-même. Les gens haussèrent les épaules, sauf une vieille femme assise au comptoir. Elle leva les yeux lentement et dit d'une voix rauque. « C'est l'école. Elle prend encore l'appel. Depuis, on raconte des histoires. Toujours les mêmes. Toujours la nuit. » Un passant rentrant tard du travail dit avoir vu, au-dessus du terrain vague, une forme lumineuse suspendue à 3 mètres du sol. Pas une maison, pas un fantôme, mais une classe. Oui, une classe entière, dessinée par la lumière. Murs transparents, pupitres de brume, silhouettes assises bien droites. Certains jurent même distinguer le tableau, et sur le tableau, une phrase manuscrite, tremblée. « Présent ». D'autres parlent de rire, d'échos d'enfants dans le vent. Parfois un prénom, Sarah, Jonas, Mia. Une fois, un homme qui promenait son chien affirma avoir entendu une voix féminine, douce, à peine un souffle. « Asseyez-vous, les enfants. Le cours va commencer. » Il n'y avait personne. Et pourtant, le chien refusa d'avancer. Les sceptiques disent que c'est le vent, les ondes résiduelles, la pollution électromagnétique d'anciennes antennes. Les autres savent mieux. Ils parlent bas, entre eux, dans les bars désertés, les soirs de tempête, du fantôme d'Athéna, de la mémoire qui enseigne encore, de la ville qui refuse de mourir tout à fait. Certains soirs, quand le brouillard descend des collines et s'étale sur le terrain, on distingue des traces de pas dans la boue, de petits pas, espacés régulièrement comme ceux d'une file d'élèves. Et au centre du champ, une tache plus claire, circulaire, où l'herbe ne pousse pas. Un ancien technicien a dit un jour que c'était l'endroit exact où se trouvait la salle 4B. Personne ne s'en approche plus. Mais parfois, à la tombée du jour, quand la lumière devient laiteuse et que le vent se lève, on peut encore voir cette lueur bleue, tremblante, qui s'élève au-dessus du sol comme une respiration. Les oiseaux lévitent, les chiens gémissent, et ceux qui osent rester assez longtemps entendent une voix, calme, patiente, infiniment douce, venir de nulle part. Présent. Juste ça. Un mot d'appel, un mot d'école, bête et simple. Mais ceux qui l'entendent jurent que ce n'est pas une voix d'enfant, ni une voix d'homme. C'est une voix de lumière, une voix qui ne parle plus aux vivants, mais à la mémoire elle-même. Certains disent que si vous répondez, si vous murmurez « présent » à votre tour, la lumière s'intensifie légèrement, comme un sourire reconnaissant. Et puis elle s'éteint, sans bruit. Personne ne sait pourquoi. Peut-être qu'elle prend encore la présence des âmes de passage, peut-être qu'elle note, quelque part, dans un registre invisible, que le monde continue, que quelqu'un, quelque part, apprend encore à disparaître doucement. Et quand le vent retombe, quand la brume recouvre à nouveau le terrain vide, on croirait entendre
dans un souffle de feuilles et d'électricité, une voix d'enfant, paisible, lointaine, murmurait « Merci, professeur ». Alors le silence revient et Millfield se rendort. Mais ceux qui ont vu la lumière bleue savent que le collège n'est jamais vraiment parti. Il est là, quelque part, entre deux battements du monde, continuant son dernier cours fidèle à sa leçon. Apprendre à disparaître sans jamais oublier.